Bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Oltramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti! Et dans ce podcast, nous allons parler du roman de Laurent Godet, Eldorado. Eldorado, Nicolas, c'est un roman qui a été publié en 2006 déjà, mais qui n'a vraiment rien perdu de son actualité. Non, en effet, je l'ai lu donc récemment, et c'est vrai que la première image à laquelle j'ai pensé en le lisant, c'est cette photo qui a, je crois, fait le tour du monde, qui a ému toute une partie de la population, et la photo de ce petit enfant, Alan Kurdi, mort, échoué sur les plages de Turquie. Et cette photo, elle date de 2015. Donc c'est vrai qu'en découvrant que le livre a été écrit en 2006, eh bien, on découvre que malheureusement, la réalité dont il parle, non seulement existe encore, mais c'est considérablement aggravé. Oui, alors on ne va pas se pencher sur les statistiques maintenant, mais on peut d'ores et déjà dire que en 2006, donc la date à laquelle ce roman a été publié, la crise des réfugiés, une des crises des réfugiés, n'en était qu'à ses débuts. Alors cela ne nous surprend pas trop non plus que ce soit en majorité des hommes qui prennent la route de l'exil lorsqu'ils passent par l'Espagne. Et de même, on retrouvera plus de personnages masculins que de personnages féminins dans le roman. Quoique les personnages féminins, les rares personnages féminins, soient à leur façon des personnages particulièrement marquants. Alors, tu as manifesté un grand enthousiasme face à certaines scènes du roman sur lesquelles moi je ne m'étais jamais vraiment penchée et qui sont plutôt rarement évoquées dans la critique. Et donc j'ai relu ce roman sur lequel moi j'avais travaillé en cours. Alors, du point de vue de l'histoire, de la narratologie, c'est l'histoire de destins croisés, voire symétriques, et qui, au sein de l'économie narrative, évolue à l'opposé. Des personnages qui se croisent sans le savoir et dont l'itinéraire est lourd de symboles. Alors ces deux itinéraires qui sont confrontés, ces deux personnages principaux du récit, c'est d'abord Salvatore Piracci, capitaine de bateau, et Suleiman, un jeune Africain. Piracci, c'est un Italien, il vit à Catane, en Sicile, il a la cinquantaine, et Suleiman, il a la vingtaine, et il vient du Soudan. Et moi, j'aimerais bien que nous parlions de quelques personnages de ce roman. Parce que, bon, si on pose déjà ces deux personnages de Piracci et de Suleiman, il n'y a plus qu'à laisser fonctionner la machine narrative. Le roman s'inscrit dans ces possibles narratifs. C'est une machine bien huilée, tu ne trouves pas ? Oui, tout à fait. C'est vrai que le roman offre la beauté d'une architecture classique, au sens noble du terme, avec des effets de symétrie très bien agencés, avec des lignes pures, qu'il est d'ailleurs facile de faire repérer à des élèves, en tant qu'enseignant. C'est tout de suite quelque chose qu'on peut mettre en avant. Les élèves repèrent facilement ces effets de symétrie, comme tu disais, donc ces deux destins croisés qui évoluent en parallèle. Donc ça fait déjà une architecture avec cette belle symétrie-là, mais c'est une symétrie qui est très travaillée, puisque on a d'un côté donc, le récit de l'Européen, mais qui est raconté à la troisième personne, et de l'autre côté, on a le récit de l'Africain, qui là est raconté à la première personne, donc une symétrie, mais une symétrie qui n'est pas complète. Et puis il y a également un jeu sur la temporalité, c'est-à-dire que cette symétrie donne l'illusion que les actions sont simultanées entre les deux protagonistes, et puis à un moment on va découvrir que non, qu'il y a une sorte de dissymétrie qui s'est cachée derrière cette symétrie, et c'est cela qui rend la construction très intéressante. Alors, nous parlons des personnages principaux, de toute façon nous reviendrons sur ces personnages, mais moi j'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu sur
des personnages que l'on pourrait considérer comme secondaires et qui, cependant, sont indispensables au bon fonctionnement de l'économie narrative. Et puis, ces personnages, ils indiquent que le phénomène évoqué, et qui constitue la trame de ce récit, il a un caractère systémique. Alors, le premier de ces personnages, c'est un des rares personnages féminins, c'est la reine d'Al-Zouara. C'est une femme, c'est un personnage étrange et qui, pour le coup, évoque le commerce sordide qui se fait sur le dos des migrants. Et moi, j'aimerais bien parler avec toi de la construction de ce personnage, de ses attributs, de son genre. Vraiment un personnage étrange en pays musulman. Citation, elle portait une robe transparente et une foule de bracelets à chaque poignet. On aurait dit une voix d'homme dans un corps de baleine. De plus, c'est une femme alors qui est vraiment cynique et dont l'existence tourne uniquement autour du profit. Elle s'adresse à Pirachi, c'est le moment où il a débarqué, il est épuisé, et il lui fait des reproches. Il lui dit « Mais comment pouvez-vous exploiter ces personnes, ces migrants ?» Et elle lui dit froidement « C'est le prix à payer pour changer de vie. Je fais du commerce, j'ai une affaire qui marche, je fais vivre beaucoup de monde autour de moi. » Ce personnage, il est intéressant parce que, certes, nous sommes face à un récit très contemporain, dont l'actualité a été rappelée, mais, et c'est encore une fois la marque de fabrique de Laurent Godet, il va nous montrer que les mythes antiques, l'épopée, la tragédie, eh bien, toute cette antiquité mythique, elle affleure toujours dans notre monde contemporain. Et ce personnage de la reine d'Al-Zouara, c'est finalement une sorte de construction mythique et poétique de Laurent Godet. Je ne pense pas que le personnage soit très réaliste. Il s'agit plutôt ici de réactualiser le mythe de la tentatrice, celle qui va essayer donc de tenter Pirachi d'accepter son argent pour qu'il devienne passeur à son tour. Tentation qu'il va refuser parce qu'il sait ce qui se cache derrière ce métier et que ces passeurs sont trop souvent des marchands de mort. C'est donc la tentatrice avec cette espèce de beauté obscène, ce corps hideux et en même temps très riche, avec des voiles qui montrent une chair qui finalement est plutôt repoussante qu'attirante. Et on a donc cette image de l'obscénité de ces passeurs qui sont incarnés dans un personnage, prend une dimension allégorique, une obscénité de tous ces profits faits sur le compte de la détresse, du désespoir ou désespoir de tous ceux qui cherchent à passer en Europe. Donc ces gens qui font fortune, mais au détriment des plus pauvres. Il y a une image aussi dans sa description, c'est l'image de l'ogresse, celle qui dévore ceux qui se confient à elle, même si parfois elle peut avoir un aspect presque accueillant. On voit qu'elle est éminemment dangereuse. Et d'ailleurs, sa proposition n'est pas sans une menace. Tu acceptes ou bien, sinon, on saura te retrouver. Absolument, absolument. C'est un personnage hideux et sans aucune culpabilité face à ces gens démunis. Mais par contre, il y a un autre personnage. Alors, est-il un personnage secondaire? Je ne sais pas. C'est Boubacar. C'est le compagnon de fortune de Souleymane. C'est le frère retrouvé, puisque le frère de Souleymane, Jamal, atteint d'une maladie, doit rester au pays. Et ce frère retrouvé, c'est grâce à lui qu'il retrouve une part d'humanité qu'il risquait de perdre lors de son voyage. Et cette humanité, elle se manifeste particulièrement lors de l'assaut. L'assaut, c'est un passage sur lequel tu as attiré mon attention et que j'ai relu avec beaucoup d'acuité. Et je trouve aussi que c'est un passage, non seulement qui n'a rien perdu de son actualité, mais qui est aussi un moment clé du récit. Toi, Nicolas, quels sont les personnages secondaires indispensables? Alors j'en aurais deux. Le premier, c'est cette femme du Victoria qui n'a pas de nom,
qui est une rescapée donc d'un navire que les passeurs avaient abandonné en mer, vouant tout l'équipage à la mort, qui finalement a été sauvée par l'intervention de Piracci à l'époque, mais elle a survécu, mais pas son enfant. Et au début du roman, elle retrouve Piracci, elle le suit, et elle finit par aller lui demander quelque chose. Elle lui demande une arme. Il est un peu surpris, lui il pensait qu'elle viendrait demander de l'argent, mais non, elle veut une arme, et ce qu'elle veut, ce qui l'anime, c'est la vengeance. Elle veut repartir au Liban, retrouver un certain Marouk, dont elle a appris, depuis les événements, elle a appris que c'est lui qui avait prémédité la mort de son enfant, la mort de ce bateau, qu'en fait ce n'était pas un accident, ce n'était pas un hasard si leur bateau avait été abandonné ainsi, c'était un acte politique. Marouk, au service de la Syrie, avait l'intention d'envoyer un message à l'Europe. Si vous ne nous laissez pas tranquilles dans nos affaires, vous aurez un Victoria toutes les semaines. C'était donc finalement une manœuvre d'intimidation dont elle avait été la tragique victime. Et elle vient donc raconter tout ça à Piracci, et la seule chose auquel elle pense, c'est se venger. Elle a besoin d'une arme, il va évidemment se laisser... cette vengeance, on en parlait dans Salina, est-ce que la vengeance, il faut la dépasser ou autre? Je crois que dans ce cas-là, la réponse est assez claire, cette vengeance, elle est amplement justifiée, et il va donner son arme et la laisser partir. On ne sait pas si elle passera à l'acte, il y aura d'ailleurs de très belles pages où ils imaginent ce qu'elle va peut-être faire, se venger de ses passeurs au comportement immonde. Le deuxième personnage, alors c'est un peu une boutade ma réponse, mais ce serait le lecteur lui-même. Eh bien, là aussi je trouve que le processus identificatoire du roman est intéressant, puisque, comme je le disais, il y a un personnage d'Européen, mais on raconte son histoire à la troisième personne, comme si c'était finalement celui qui est le plus éloigné de nous. Et il y a le personnage de l'étranger, Suleiman, qui lui est raconté à la première personne, donc celui pour lequel on est invité à s'identifier le plus. Et je trouve donc déjà ce dispositif intéressant, d'autant plus que celui qui dit « je », eh bien c'est celui qui se rapproche de l'Europe, alors que celui dont on parle avec un « il », c'est justement celui qui va quitter l'Europe. Comme si finalement, avec ces itinéraires, c'était aussi une sorte d'itinéraire moral auquel le lecteur était invité. Il va faire le chemin, ils vont faire chacun l'un et l'autre le chemin de l'autre. Alors c'est bien parce que tout ça, ça nous amène à parler des lieux. Bon, les lieux, c'est pas une surprise. Catane, la Sicile, le cimetière de Lampedusa, mais aussi le Soudan, la Libye, le Maroc, la frontière espagnole. Alors à ces lieux sont associés des éléments de la narration qui sont, pour ainsi dire, des topoi dans l'œuvre de Laurent Godet. Alors je pense au cimetière de Lampedusa, à la Méditerranée, qui est un personnage à elle toute seule, au mur, d'autant plus évident, d'autant plus fort que nous sommes à Berlin, au désert, au bateau et aux barques, bien sûr, plus fragiles. Dans l'itinéraire des migrants, on sait qu'il y a plusieurs routes qui amènent les migrants vers l'Europe. Une route qui, effectivement, par bateau, les amène en Italie, en Sicile, par Lampedusa. Et puis une autre qui passe par l'Espagne, comme ce sera le cas de Suleiman, grâce à la frontière qu'il y a en commun entre le Maroc et l'Espagne. Donc on est face à des lieux réalistes. Et en même temps, c'est des lieux qui sont tellement dispersés qu'ils forment le théâtre d'une vaste odyssée. Donc nous sommes aussi dans cette épopée qui sous-tend les récits de Laurent Godet. Bon, et sinon, tu en as cité plusieurs, on peut peut-être commencer par le cimetière de Lampedusa, dont il nous raconte qu'il y a une tradition qui consiste à accorder une sépulture aux migrants qui ont été retrouvés morts, échoués sur les côtes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un cimetière? Il faut peut-être rappeler tout simplement la signification d'un tel lieu. Et ce lieu, il est essentiel chez Laurent Godet, tellement qu'on le retrouve à la fois chez Salina, on en avait parlé, oui. On le retrouvera dans La Porte des Ténèbres. C'est un lieu important, c'est le lieu de la commémoration, pour garder le souvenir. Et ça, je crois que c'est très important pour l'auteur, de faire en sorte que ces personnages, qui sont en plus des êtres de passage, déracinés,
qui risque parfois de sombrer au fond de la mer, eh bien, qu'il puisse laisser une trace, quand bien même cette trace ce sera un simple récit, comme le cas de la femme du Victoria qui vient raconter son histoire, eh bien, qu'on puisse quand même garder un souvenir d'eux. Et ce cimetière, il représente d'abord, je crois, cela, garder un souvenir de ces personnes, qui sont souvent des personnes anonymes, mais auxquelles on va accorder un certain respect, et un peu de souvenirs en les enterrant dans ce cimetière. Cependant, ce cimetière, il va aussi trouver ses limites, puisque c'est une tradition, mais une tradition qui ne perdure plus au moment où se déroule l'histoire du roman, parce qu'il y a eu trop d'arrivées, trop de morts, le cimetière n'en peut plus, pourrait-on dire. Et là, je crois qu'il y a un autre symbole, c'est aussi le symbole de nos capacités d'accueil qui sont limitées et qu'on ne peut plus satisfaire la demande des arrivants. Et il y a un point que j'aimerais aborder avec toi et approfondir, c'est le passage, la transition, la frontière. Nous avons parlé longuement du passage dans le roman, de l'assaut de la frontière, et j'aimerais que nous en parlions prochainement, mais que nous approfondissions cette question. Alors, chers amis, chers auditeurs et auditrices, nous vous invitons à nous suivre. La semaine prochaine, nous allons reparler d'Eldorado, mais nous allons approfondir certains points. Merci de votre attention. Merci à vous.